Bonjour ou bonsoir à vous tous et bienvenue dans Le Monde en 7 ce samedi. Merci d'être avec nous pour revenir sur les principaux sujets de l'actualité de cette semaine. Nous allons parler cette semaine du Mali et du Niger. On va évoquer le réchauffement des relations diplomatiques entre ces deux voisins qui étaient à couteau tiré depuis plusieurs années. Nous parlerons également du Sénégal, où des influenceurs ont été condamnés pour diffamation sur la personne du président Bassirou Diomaye Faye. On ira du côté de la Centrafrique évoquer également cette procédure disciplinaire contre l'ambassadeur de France dans le pays. Et puis le Togo, nous allons dire un mot sur la rentrée parlementaire. Les députés sont de retour à l'hémicycle après 3 mois de vacances. Je vais commencer avec deux invités. Yao Eklonokono, il est le président du mouvement Ton de la jeunesse patriotique. Yao Nokono, bonsoir. Bonsoir à vous, Excellence, M. Samuel, et bonsoir à tous vos collaborateurs et à tous ceux qui nous suivent en direct sur la New World TV. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Komi Mayaba, directeur de publication du journal Symposium. Komi Mayaba, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel, oui. Bonsoir Yao Eklo, ça fait longtemps que j'ai encore retrouvé ce plateau. Ça fait plaisir de se retrouver ensemble pour débattre des sujets d'intérêt. Merci donc à vous deux d'avoir accepté l'invitation. On va commencer donc, comme je l'ai annoncé, avec le premier sujet, le réchauffement des relations diplomatiques entre Bamako et Alger. Les relations entre les deux voisins étaient au plus bas depuis plusieurs années. Plusieurs facteurs étaient venus justement compliquer ces relations, mais depuis un petit moment maintenant, il y a des signaux de décrispation, le rapprochement ou le renouvellement des canaux de communication entre les deux pays. Il y a eu l'échange de diplomates. Alger, donc, qui s'estime, enfin, se dit aujourd'hui prêt à accompagner ces pays également sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Yao Nokono, c'était souhaitable au regard du contexte sécuritaire déjà dans lequel se retrouvaient les pays du Sahel. C'était souhaitable qu'il ne fallait pas en rajouter avec ces tensions entre Alger et Bamako. Ben, écoutez, il n'y a pas que les relations entre Alger et Bamako. Mais vous savez, les militaires, en s'accaparant du pouvoir, ils étaient dans une, moi je vais l'appeler, dans une illusion. Ils étaient dans une illusion, ils étaient dans une dynamique là où ils n'avaient pas un planning, ils n'étaient pas dans une projection, non, ils étaient dans l'émotion. Et donc les premières actions qu'ils avaient menées, ils étaient dans la suffisance, tout simplement parce que, ayant la Russie comme sauveur, je dois dire, parce qu'ils ont trouvé en la Russie un sauveur, les mercenaires de Wagner. Alors donc, du coup, mais au fil des années, ils ont commencé à prendre conscience, à savoir que non, la réalité, c'était d'aller vers la diplomatie, de faire le choix de la diplomatie. Et souvenez-vous de ce contrat Alger, il y avait voilà les accords d'Alger. Voilà les accords d'Alger. Voilà, donc ils avaient bafoué, banalisé parce qu'ils étaient. Donc, si maintenant ils reviennent à de meilleurs sentiments, comprenant que non, ça ne sert à rien de se mettre dans cette logique-là, ou surtout, j'ose croire que les derniers événements les ont amenés à prendre conscience parce que, ayant la Russie de leur côté, ils se croyaient invincibles. Ils prenaient la Russie comme étant tout puissant. Donc, du coup, mais les expériences récentes les ont amenés à comprendre que, en réalité, la responsabilité, elle incombe à soi. Et le vrai salut doit venir de soi. Non pas de voir à un autre un sauveur, parce qu'on a vu, bien que la Russie soit toujours présente, ils ont essuyé avec ce qu'ils ont essuyé. Alors donc, si maintenant ils reviennent à de meilleurs sentiments,
pour comprendre que non, il faut prendre le temps de donner toute place, de donner toute audience à la diplomatie, parce que je crois que arrivé un moment, c'est ce que je vais dire, la communauté internationale, lorsque la communauté n'avait pas encore quitté le Mali, où on se souvient que l'ONU, il y avait même un point, je vais dire... Un MINUSMA. Oui, la MINUSMA, il y avait comme... une force tampon. Une force tampon qui faisait que les rebelles ne devaient pas avoir accès à Bamako et les forces républicaines. C'est-à-dire que la communauté internationale n'était plus dans cette logique-là de sauveur du pouvoir en place, c'est-à-dire de l'armée malienne. C'est-à-dire que de la manière dont les Maliens envoyaient en Russe des gens qui vont utiliser pour combattre les rebelles, la communauté internationale à un moment disait non, parce que à quelque part on comprenait que les rebelles, il y avait aussi une légitimité, parce que quand on fouille, quand on regarde bien, c'est des gens également qui sont des Maliens, qui tirent une légitimité dans leur origine, etc. Alors donc pourquoi pas? Et je crois que ces accords d'Alger avaient à un moment permis qu'il y ait une bonne collaboration jusqu'à ce que les militaires ne se mettent dans cette logique-là. Alors donc maintenant, s'ils peuvent revenir à de bons sentiments et que cela continue jusqu'à un dialogue, jusqu'à un vrai dialogue entre les rebelles et le parti central, parce qu'aujourd'hui, vous savez aussi encore tellement de situations qui ont dégénéré. Par exemple, beaucoup de réfugiés, l'imam Diko, et quand on voit l'ancien Premier ministre, je crois, Choguel Maïga, etc. Bon, donc tout ça là, ça ne fait pas bon office pour le Mali et le peuple malien. Alors donc, il faudrait que ces militaires reviennent à la raison et comprennent que le dialogue, la diplomatie, les accords sont plus importants que de toujours vouloir voir en la Russie un sauveur et donc maintenir sa position. Comme Imayaba, on sait qu'il y a eu donc la rupture des accords d'Alger 2024 lorsque les militaires ont pris le pouvoir au Mali, mais la goutte d'eau qui a encore fait déborder le vase, vous vous rappelez, c'était la destruction de ce drone malien. Alger dit que le drone avait franchi la frontière, Bamako avait démenti et à l'époque les relations sont totalement détériorées, les ambassadeurs ont été convoqués puis rappelés de part et d'autre. Je signale que le Mali et l'Algérie ont 1300 km de frontières communes. Donc on ne peut pas avoir une aussi grande proximité et être en froid. Oui, mais vous savez, je suis étonné par rapport au développement de mon co-débatteur qui estime que c'est seulement le Mali qui devait mettre de l'eau dans le vin. Oui. Parce que quand il s'agit d'une négociation, quand il s'agit d'une discussion entre deux pays, c'est la volonté entre les deux États. Ici, il est question de dire les accords d'Alger, comme vous l'avez rappelé, en 2015, qui ont été détériorés en 2024 ne pouvaient pas être seulement que le reliquat ou la conséquence immédiate de l'action du Mali. Donc les deux pays étaient en froid parce que, d'une part, si vous regardez bien, l'accusation première venait même de l'Algérie, qui disait que non, le drone malien a franchi les frontières, ainsi de suite. Ça a créé un climat délétère entre les deux États. Aujourd'hui, quand on revient au sentiment, on estime que non, il faut faire bas la terre, il faut mettre bas la terre, il revient à des sentiments parce qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. Surtout quand vous êtes des voisins, que vous partagiez les frontières communes et que vous savez que les deux peuples se fréquentent régulièrement, il est bon, il est important qu'on laisse tomber les égos de côté et créer une harmonie au sein de ces deux nations. Mais aujourd'hui, ce qui est important aujourd'hui, c'est vrai, quand vous faites un peu l'analyse, vous trouvez que le Mali subit les affres, d'une part, du terrorisme. L'accord d'Alger qui a échoué, c'était une bonne guerre, puisque quand ils avaient signé cet accord, puisque les gens ne voulaient pas appliquer les principes de l'accord, et à un moment donné, quand les autorités maliennes, Assimi Goïta était arrivé au pouvoir, il a vu que les principes de l'accord ne respectaient pas
comment l'appelle-t-on, ne respectait pas tout ce qui est comme climat dans le pays avec la nouvelle donne. Il est important aujourd'hui de le rappeler que avec l'avènement des principes de démocratie que d'aucuns estiment que c'est violé par le Mali parce qu'actuellement, les autorités maliennes, selon les qualifications qu'on donne par rapport à la communauté, sont illégitimes parce qu'ils ne sont pas issus d'un pouvoir électif. Et aujourd'hui, ils sont dans un environnement où ils ont besoin de créer cette harmonie. Souvenez-vous, hier ou avant-hier, ils sont en froid avec Paris, ça dit que Bamako est en froid avec Paris, mais il s'est fait que hier, le président Assimi Goïta a pris un décret pour libérer l'espion, c'est-à-dire c'est l'agent de renseignement. L'agent de la DGSE. Voilà, qui aujourd'hui est censé, puisqu'il a été condamné à 20 ans de prison, il a été libéré par clémence du président de la République parce qu'on se dit que c'est une grâce présidentielle. La question qui se pose, pourquoi il pose des actes comme ça? Parce que de toutes les façons, quand on parle d'une diplomatie, il faut une diplomatie de couloir. Il faut discuter avec des partenaires parce que l'État dans son ensemble, c'est une machine. Et on ne peut pas se dire simplement que non, je suis là, je vais être infernalement dans l'émotion, dans les guerres. Et à côté, c'est le peuple qui subit. Donc je pense que je pense que cette décision de reprendre les discussions diplomatiques pour que les deux États se retrouvent ensemble, c'est une bonne chose, il faut les souligner. Et puis, de toute façon, entre États, on n'est jamais éternellement ennemis. Il y a des intérêts communs. Bien évidemment. Bon, je voudrais rassurer mon co-débatteur, Excellence Mayaba, que en réalité, je n'ai juste pas nuancé. Et au même moment, je n'ai jamais insinué que l'Algérie était blanche, était ange. Non. Bon, c'est vrai que j'ai parlé parce que ces ruptures-là sont survenues avec l'avènement de la junte au pouvoir, des poutistes. Alors donc, et c'est pourquoi ici, les relations devaient revenir à la norme. Oui, il revient également encore à cette même junte, à ces poutistes-là, de revoir copie. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, je salue également l'ouverture de l'Algérie, qui également est disposée à aller dans ce sens-là. Alors, vivement, et donc, pour revenir à votre question, Excellence, M. Samuel, et je crois que vous... effectivement, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Aucun pays. Et en plus, cette situation-là, dans le Sahel, c'est que ces militaires ont été dans l'émotion. Ils étaient dans une illusion. Ils étaient dans un... Parce que, comme je l'avais dit et je l'ai répété, parce qu'ils voyaient en la Russie un sauveur, la Russie allait leur faire le miracle, mais au bout de quelques années, ils se rendent à l'évidence, ils commencent à prendre conscience, à savoir que non, le pouvoir d'État et l'ambiance, etc., nécessitent quand même qu'il faut de la diplomatie, il faut des échanges, il faut qu'il y ait des accords qui permettent à ce que, et c'est sur la base de ces accords-là, que la paix durable pourrait revenir dans le Sahel. Et vivement, moi, mon souhait, mes attentes sont telles que cela continue, qu'il continue en ce sens-là, et surtout également en l'interne. Cela ne vous échappe guère, que tout à l'heure j'avais mentionné cette ambiance-là, même entre les Maliens. J'ai évoqué le cas de l'imam Diko, qui est actuellement à l'exil en la même Algérie. Oui. Et il y a l'ancien Premier ministre qui avait soutenu cette junte et qui aussi finalement s'est retrouvé en prison. Non, il faut reconnaître que la junte a été dans une illusion, elle a été dans une maladresse. Alors donc si maintenant, elle prend conscience et s'inscrit dans la logique de rectifier le tir, de revoir copie, de manière à ce que cette situation à laquelle ces militaires font face peut trouver des solutions autres que... Et là, cela ne vous échappe guère que... Et ce que la communauté internationale, à travers la MINUSMA, cette force tampon,
ce qu'ils ont rejeté, mais progressivement, on sent qu'à quelque part, il y a des points, il y a de ces points-là auxquels ils reviendront. Il y a de ces points sur lesquels ils reviendront. Alors donc, vivement, nous attendons de voir dans les prochaines semaines, mois, années à venir, qu'est-ce que ces échanges, ces relations donneront encore plus pour l'intérêt des pays, pour l'intérêt du peuple, des peuples de l'AES en question. Parce que l'ambiance est telle que ne nous cachons pas la face, ne nous mentons pas, tout est question d'intérêt. Voilà. Même la Russie qui est présente et donc ils évoquent comme sauveur, c'est par intérêt. Et donc tous les États qui les entourent, c'est par intérêt. Aucun État qui les entoure ne viendra jouer au sauveur pour eux, pour les beaux yeux des militaires et des poutistes au pouvoir, jamais. Alors donc il faut qu'ils en prennent conscience et sachent que il faut revoir copie. Alger était également considéré depuis un moment comme, j'ai envie de dire, un pays de repli pour les terroristes à cause de cette relation très difficile avec le Mali. Ce réchauffement n'est pas une bonne nouvelle pour ces terroristes. Oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il est en train de changer de paradigme. C'est-à-dire que l'Alger était considéré comme le bastion de ces rebelles-là, qui, quand ça ne va pas du côté de Bamako, tout le monde se replie là-bas. Donc c'était une zone où il fallait forcément qu'on crée une harmonie pour pouvoir créer la stabilisation entre les deux États. Aujourd'hui, je me réjouis déjà que si même c'est une décision qui menace les terroristes, et le bon sens voudrait qu'on regarde l'intérêt supérieur de la nation. Or, on a dit la lutte contre le terrorisme ne peut pas être l'apanage d'un seul État. Donc, si les États concertés, si les États sont dans une action concertée, ça pourra permettre justement de lutter contre ces terroristes. Or, la lecture est que aujourd'hui, la plupart des terroristes, c'est les pays voisins qui les abritent. Et qui les abritent, d'où vient justement la tension qui existe souvent, puisque tel accuse tel de l'autre, mélange et tout. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que quand en voulant changer de partenaire ou en voulant changer le mode de gouvernance, on peut penser que c'est une illusion. Samuel, tenez-vous bien. Quand le Mali dit « avec vous, je vais expérimenter ailleurs », je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Aujourd'hui, ils sont dans un rôle. Ce n'est pas de l'illusion, mais il y a des résultats. Mais c'est vrai que le terrorisme n'est pas seulement quelque chose qu'on peut combattre du jour au lendemain. C'est une guerre asymétrique. On ne sait pas qui est terroriste. Mais contrairement à ce que les gens disent que les militaires qui sont arrivés au pouvoir, c'est des gens qui sont dans la véhémence, qui sont dans l'illusion. Je m'inscris en faux contre cette tendance-là parce qu'aujourd'hui, la gouvernance de ces pays du Sahel, notamment les 3 pays qui se réclament des États souverains, impulse une dynamique de gouvernance qui inspire. Et aujourd'hui, je peux être d'accord en partie avec Cyril, qui estime qu'on ne peut pas faire des partenaires des ennemis. Ça, je suis d'accord. Mais en même temps, on peut changer de stratégie avec les partenaires. Je suis avec toi aujourd'hui, je ne peux pas être ennemi quand je prends quelqu'un. Mais du moment où on change de partenaire et que les premiers estiment que c'est une menace pour eux, ça pose un problème. Moi, je pense qu'il est important qu'on situe les responsabilités. Est-ce qu'aujourd'hui, l'arrivée de ces nouvelles autorités, comme certains les appellent les putsch, je ne m'inscris pas dans le putsch, mais les nouvelles autorités qui sont arrivées au pouvoir aujourd'hui, est-ce que, vrai ou faux, ils ont impulsé une dynamique de gouvernance? Oui. Est-ce qu'ils ne sont pas reconnus? Ils ne sont pas reconnus par leur peuple. Je dis oui. Mais au niveau de la politique internationale, c'est là l'enjeu est. Parce que quand on veut parler, nous avons dit tantôt qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. Il faut une dynamique internationale, il faut une politique internationale, il faut une politique diplomatique. Si aujourd'hui les institutions internationales veulent renouer avec Bamako, comme avec Niamey ou comme avec Ouaga, ils vont y poser des principes. Les principes sacro-saints, ils vont parler non, vous êtes illégitime, ça va être compliqué. C'est pourquoi il faut des discussions de couloir. C'est ce qui est en train de se faire en voulant peut-être rétablir ce contact-là entre Bamako et Alger. C'est pour vous dire qu'il y a
une volonté de la part, parce que ça doit venir d'un camp ou de l'autre. Et les deux pays se sont mis ensemble, c'est pour vous dire, on ne peut pas rester éternellement dans ces invectives-là. Ça peut créer, ça ne peut pas arranger peut-être la gouvernance. Et de toute façon, quand on regarde également du côté d'Alger, en dehors de ce réchauffement avec Bamako dont nous parlons, Alger se rapproche également de Ouaga, Alger se rapproche de Niamey. Donc Alger aussi comprend que je ne peux pas jouer à la politique à laquelle je jouais dans cette partie-là pour encore très longtemps. Excellence, Monsieur Mayaba, pouvons-nous évaluer les impacts de cet accord d'Alger de 2015? Ah oui, il y en a. Hein, pouvons-nous vraiment On peut les évaluer. L'évaluer? Oui. Ce que ces accords ont quand même certains pourcentages, ce que ces accords ont quand même favorisé, permis. Et en plus de ça, bon, en réalité, je crois que c'est vous qui parlez de terroristes, hein. C'est vous qui parlez de terroristes. Parce qu'en fait... Pour vous, il n'y a pas de terroristes. En fait, ceux qui prennent ces armes, ce sont des rebelles. Parce que c'est des gens qui se réclament. Non, il faut mettre la différence. On a quand même des mouvements terroristes. Oui. Et on a eu une rébellion Touareg qui aujourd'hui, qui plus est aujourd'hui, s'est alliée aux terroristes pour combattre un pouvoir. Oui, vous savez, c'est avoir piétiné ces accords d'Alger qui contraignent maintenant. Et en plus de ça, c'est la présence des mercenaires Wagner dont on fait appel les poutistes, hein, et qui ont fait que le cadre, hein, le cadre, le contexte des affrontements changeait de nature. Alors donc, pour ce... comment dirais-je, bon, c'est pourquoi ces rebelles se sont retrouvés en ces... Bon, c'est vous qui les qualifiez de terroristes, mais moi, je préfère ne pas les qualifier de terroristes. Ils ont trouvé alliance. Le JNIM, ils ont trouvé alliance avec d'autres groupes. Et autres ne sont pas des terroristes. D'autres groupes armés. Hein. Ils se sont... Vous les considérez comme des groupes armés, pas des terroristes. Ils se sont associés à d'autres groupes armés, hein, de manière à ce qu'ils puissent les appuyer dans leurs actions. Bon, maintenant, vous savez, quoi qu'il en soit, même quand on parle des terroristes, des rebelles, oui, c'est des rebelles, eux aussi, ils sont, disons qu'ils ne sont pas trop différents des poutistes. Parce que soyons cohérents, sachons ce que nous voulons. La conquête du pouvoir, aucune constitution n'a prévu qu'il faut accéder au pouvoir avec les armes, au travers d'un putsch. Donc, en réalité, ceux que vous qualifiez d'autorité dans ce pays de l'OS sont des illégitimes. C'est des gens qui ont violé, qui ont piétiné la constitution de leur pays. Donc, en réalité, ils n'ont pas de légitimité. C'est pourquoi la CEDEAO a sévi en ce temps. Bon, maintenant, dans le souci de ce que nous sommes des Africains et qu'il faut normaliser les relations et maintenant arriver à les accompagner doucement jusqu'à ce que le caractère légal revienne, comme on a vu au Gabon. Au Gabon, effectivement, il y a un putsch, mais très rapidement, hein, le Gabon a retrouvé son caractère légal. Hein, et le général Oligui Nguema a été élu. Alors donc, maintenant, il a pleine légitimité. Bon, donc, vous savez, quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose. Je crois que l'Algérie, tout est question d'intérêt, je l'avais dit. Hein, l'Algérie trouve d'intérêt à ce qu'il y ait une nouvelle donne, hein, pour rétablir les relations. Donc, autant l'Algérie tire des intérêts, donc autant les pays de l'AES. Alors, mais ne voyez pas que c'est un danger pour les rebelles ou les groupes de Nord, parce que, vous savez, les États, ils ont leur manière d'agir, leur quête d'intérêt fait que ils peuvent s'inscrire dans une logique, hein, d'ouverture. Mais au moment, il y a une réserve, il y a toujours garde-fou. Ils ont leurs intérêts quand même. Oui, il y a des garde-fous. De toute façon, il y a un réchauffement qui se dessine et c'est appréciable. Oui, bon,
c'est vrai, c'est appréciable. C'est en même temps aussi de se poser la question, qu'est-ce qui motive ces réchauffements? Ça, c'est très important. Mais moi, ce que je pense et je reconnais, c'est qu'à un niveau donné, quand nous sommes là parlant des principes sacro-saints de la démocratie, en se fondant et uniquement sur les élections, vous savez, les élections n'ont jamais résolu des problèmes dans les États africains, la plupart du temps. Parce que ceux qui viennent au pouvoir, à supposer que vous pensez qu'ils sont élus, ils sont aimés par le peuple et qu'ils viennent vendre leur pays aux Occidentaux. Qu'est-ce que vous allez dire? Donc, à un moment donné, c'est pourquoi les gens prennent des armes pour dire c'est la gouvernance. Vous êtes quelqu'un qui prône la bonne gouvernance. Si aujourd'hui quelqu'un s'estime qu'il est bien élu et qu'il vient maintenant, ce pourquoi il est élu, il ne le fait pas, il le fait à la sorte du colon, on ne peut pas l'apprécier. Donc, le seul élément qui fonde la démocratie n'est pas les élections. Aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, on va nous habiller pour dire qu'il faut aller aux élections. Oui, si quelqu'un on met à la tête d'un peuple qui n'est pas aimé, ça pose un problème. Donc, c'est pourquoi, quand on parle de la souveraineté d'un État, c'est toute sa plénitude. C'est dans toute sa plénitude. On ne peut pas aujourd'hui esquiver que tous ceux qui sont arrivés au pouvoir, non pas par les unes, ce sont des gens vomis, mais c'est vous qui allez les qualifier comme ça. Mais le peuple malien, dans son tréfonds, considère que c'est des gens qui sont là, et c'est pourquoi moi je suis en train de prôner une démocratie à l'africaine. Et pour ce le faire, comment il faut redéfinir la donne. Aujourd'hui, les données changent. On nous a imposé une démocratie. On vous dit, pour que vous veniez au pouvoir, il faut être élu. Qui doit être élu par qui? On nous impose des gens. Paris vous impose des gens. Je peux nommer des gens, je peux nommer des pays. Tel vous impose des gens selon les intérêts, comme vous êtes en train de le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il y a le terrorisme qui est nourri par ces puissances-là pour tirer meilleur profit de ce qui se fait dans les arbres de la guerre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, que les Africains sachent qu'à un moment donné, c'est nous-mêmes Africains qui allons faire notre propre paix. Aucun étranger, aucune puissance ne viendrait, il a relevé, faire l'intérêt du pays, de cette puissance-là. Mais à un moment donné, si nous jetons les armes et nous revenons à la négociation, qu'on dise que non, Bamako et Alger doivent s'asseoir pour redéfinir les lignes d'une diplomatie, il est important que les États l'accompagnent. Vous l'avez dit, aujourd'hui, est-ce que ça va arranger les terroristes ou les putschistes, enfin, et les groupes armés, comme vous les appelez? Ça ne va pas les arranger parce qu'une fois que ces accords sont signés et que scellés, ils n'auront pas de bastion. Ça va créer un souci. Et je pense que c'est très important que nous encouragions cela. Et puis, avec justement la complicité de certaines puissances qui sont derrière, qui nourrit l'ambition que cela ne se réalise. Mais, Excellence, si vous me permettez en 2 minutes, je fais une parenthèse. Non, Excellence, M. Mayaba, vous savez, dire que cela nous a été imposé, que la station au pouvoir doit passer par les élections, je pense que ce n'est pas vraiment à sa place. Il faut savoir que dans la mesure où nous sommes maintenant une république, alors tant que nous avons un statut de république, ça veut dire que c'est plusieurs ethnies, c'est plusieurs, c'est-à-dire nous sommes, notre statut a changé. Vous pouvez me dire pourquoi les armées, les groupes armés prennent les armes? Non, vous savez, justement ça. Avant que nous soyons une république, c'est que chaque ethnie a son... c'est-à-dire que nous fonctionnons un peu comme, je vais dire, de façon géographique. Chaque ethnie a son, traditionnellement, a sa chafferie, etc. Donc, tel dans son espace, l'autre dans son espace. Mais tant que nous devenons une république, nous tous nous formons un territoire, nous parlons de république, il est tout à fait normal que c'est ensemble qu'il faut passer une élection pour désigner un qui doit gouverner. C'est différent de notre fonctionnement individuel que nous avions dans le passé où chacun est dans son clan et dans sa position géographique, etc. Non, ne faisons pas d'amalgame. Maintenant, de deux, vous savez, pourquoi? C'est vrai que le monde est conquête. Le monde, c'est une question d'influence. Et ça, vous ne pouvez pas vous échapper. Mais là-dedans, tout est question de responsabilité, M. Mayaba. Oui. Oui, tout est question de responsabilité. Parce que quand vous êtes au pouvoir, vous accédez au pouvoir, et que vous êtes conscient de vos prérogatives,
de vos responsabilités vis-à-vis de votre pays. Et c'est comme par exemple, vous voyez aujourd'hui, au moins aujourd'hui, il y a des exemples. Quand vous voyez un peu le général Oligui Nguema, toutes les mesures, toutes les dispositions qu'il prend en faveur de son pays. Nous avons vu le président Patrice Talon. Pourquoi est-ce que les Occidentaux, comme vous dites, ne l'ont pas empêché de construire des routes, de construire des beaux marchés, etc. Ne l'ont pas empêché de lutter contre la corruption. Au Burkina, au Mali, on construit des routes, oui, on construit des marchés. C'est pas les élections qui empêchent. C'est pas les élections qui empêchent. Oui, c'est pas les élections. Malheureusement, comme vous avez donné des exemples, tout est question de gouvernance. Si vous êtes au pouvoir et que vous ne faites pas selon la volonté du peuple, il est évidemment vrai que vous allez vous affronter, vous allez vous exposer à ces genres de pratiques. Et souvent, les gens qui sont en déphasage avec leur peuple, c'est ce à quoi nous assistons. Je suis désolé qu'aujourd'hui, les exemples que nous avons, nous citons, qui sont des exemples à copier, il y a plus proche de nous que nous connaissons. Et il faut peut-être aspirer à être en phase avec son peuple. Parce que le plus souvent, les dirigeants qu'on nous impose ne sont pas en phase avec leur peuple. Et c'est ça qui fait que les gens prennent des armes. C'est là je dis, seules les élections ne sont pas une panacée pour... En tout cas, je ne sais pas sur la base de quel instrument vous évaluez pour affirmer que le peuple est... Non, l'instrument est là. Quand vous prenez, les gens prennent des armes. Si vous permettez, on va passer au second sujet rapidement, c'est le Sénégal. Nous allons donc évoquer cette condamnation de la prison ferme pour des influenceurs. Dans ce mois d'août, 3 influenceurs et créateurs de contenu sénégalais ils sont des créateurs de contenu très suivis sur TikTok. Ils ont été condamnés à des peines de prison ferme par un tribunal de Dakar. Il s'agit de Mamdoumbe Diop qui a écopé de 3 mois de prison ferme. C'est quand même le plus suivi d'entre eux avec plus de 500 000 abonnés sur TikTok. Vous avez Manguei Diao également 2 mois de prison. Et puis Moustapha Ndiaye, condamné à 2 mois de prison également. On leur reproche une violation de l'article 254 du Code pénal sénégalais. Et cet article pénalise l'offense au chef de l'État. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, dans une vidéo virale sur TikTok, tournée après un rassemblement religieux, les 3 créateurs ont tenu des propos à l'encontre, des propos virulents à l'encontre du c'est comme ça qu'ils l'ont qualifié, du plus grand traître du Sénégal, souhaitant publiquement qu'il y ait des prières de malédiction à son encontre. Alors, je rappelle que lors du procès, leur avocat a plaidé le fait que c'est de la satire, c'est de l'humour, et qu'ils n'ont pas cité le nom du chef de l'État, mais le tribunal a estimé que c'est de lui qu'il parlait. Bon, on est ici dans un contexte où vous savez les tensions entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ces 3 influenceurs sont proches d'Ousmane Sonko. On essaye un peu de museler la parole publique. C'est ça, ou bien les influenceurs ont dépassé les bornes? Non, moi je ne pense pas que c'est pour museler. C'est pas pour museler à mon avis. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un espace public où chaque mot compte, chaque phrase compte, chaque action compte. Quand la liberté ne peut pas devenir un libertinage, tenez-vous bien, ces influenceurs, ce n'est pas seulement au Sénégal, il y en a partout aujourd'hui. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je vous assure, moi j'ai peur que d'ici 5 ans, si on ne crée rien pour arrêter l'hémorragie, on risque de ne pas nous reconnaître. Parce que chacun derrière sa caméra allume la caméra, ce qu'il veut, il raconte tout. Or, quand on parle d'une voix, quand vous faites une sortie publique, vous exposez. Et quand on ne met pas, surtout qu'au niveau du Sénégal, il y a, au niveau de la Constitution, je ne sais pas, il y a un article qui dit quand vous êtes à tel niveau, voilà la peine auquel vous êtes exposé. Donc, moi, je pense que ce n'est pas pour un musulman, c'est pour amener les gens à savoir qu'est-ce qu'il faut dire quand on est en train d'être en public, quand on est en train de dire quelque chose à l'encontre de quelqu'un. Mais la question qui se pose ici, moi, c'est là que je suis un peu perdu. Dans la mesure où on nous dit, par exemple, qu'on n'a pas cité le nom d'un président. C'est là la satire. Ils n'ont pas cité le nom. Voilà, ils n'ont pas. Ils ont juste parlé du plus grand traître du Sénégal. Justement. Maintenant, comment on peut statuer sur un truc, quelqu'un qui parle, il ne cite pas quelqu'un, il va à l'interrogatoire, on dit que c'est elle. On l'accuse que c'est elle. Mais c'est vrai, ça peut être elle, hein. Vous savez, nous utilisons... Il faut apporter les preuves que c'est elle que je Voilà, parle. maintenant, sans preuve, on condamne. Moi, je dis, il faut
qu'on arrive. Parce que ces créateurs de contenu ou ces influenceurs ont aussi leur manière de pouvoir s'exprimer pour que ça puisse atteindre la cible. Les gens vont dire tout, mais de toutes les façons, c'est indexé indirectement au président de la République. Mais comment faire devant un tribunal? Quelles sont les preuves dont il dispose pour savoir que c'est de tel il s'agit? C'est la question. Mais moi, ce que je retiens ou je suppose, c'est qu'à un moment donné, il faut recadrer la société. Parce qu'elle est dépravatrice, cette société est en train de prendre d'autres dimensions auxquelles peut-être demain, on va confondre un président de la République à un enfant, à un jeune lambda qui est quelque part, puisque nous sommes mollet. Mais tout ceci, je vous dis, c'est les tensions qui créent ça. Chacun a son clan. Quand chacun a son clan, chacun veut ce qu'il veut faire. Même les sorties de ces premiers responsables-là amènent à cela. Donc, il faut qu'on dépasse les passions, qu'on quitte dans le champ de c'est mon personne ou c'est de leadership. Ça ne nous arrange pas. Une république, les présidents passent, mais la république demeure. Qu'est-ce que nous allons faire pour conserver ou pour avoir une certaine... un plan auquel nous pouvons soumettre à une génération qui puisse arriver à contenir les choses auxquelles nous aspirons. Mais je suis déçu qu'aujourd'hui, un procès qui conduit à ces jeunes-là à un tour sans preuve matérielle, c'est un peu dommage, mais il est important qu'on rappelle aux gens à l'ordre. C'est le plus important. Yaounoukono, est-ce que le plus grand traître du Sénégal, c'est Bassirou Diomaye Faye? Excellence, M. Samuel. Je crois qu'en ce moment, c'est le président Macky Sall qui serait en train de sourire. En ce moment, c'est le président Boudi Diouf qui serait en train de sourire. Oui, parce que moi, mes attentes sont telles que si ceci peut amener les acteurs politiques, surtout de l'opposition, à prendre conscience. Parce que être dans l'opposition et se permettre de se faire foutre parce que on veut être grand manipulateur pour assouvir à ses ambitions personnelles, à son agenda personnel. Alors donc, il faut servir tout aux populations dans l'optique de les avoir, d'avoir leur soutien. Mais une fois qu'on est au pouvoir, les réalités du pouvoir sont autres. Voilà. Les réalités du pouvoir sont autres. Donc il faut d'ores et déjà que les acteurs politiques prennent conscience, qu'ils se responsabilisent, qu'ils soient matures. La politique ou bien la conquête du pouvoir ne doit être fondée non pas seulement que sur la manipulation des populations. Parce que quand vous le faites, si ce n'est pas ce chemin qui vous a cédé au pouvoir, après ça vous rattrapera. Dans ce pays, nous avons condamné des arrestations de Ousmane Sonko, les militaires, etc. Mais c'est les mêmes après, quand Ousmane Sonko est devenu Premier ministre, c'est les mêmes militaires qui vont lui taper encore, regardez-vous, etc. Donc les réalités du pouvoir sont telles que nos acteurs politiques, ceux-là qui sont de l'opposition, qui n'ont jamais accédé, ce n'est pas parce que vous n'avez jamais accédé au pouvoir que vous ne devez pas faire preuve de maturité, de responsabilité ou d'incarner cet esprit patriotique, républicain, citoyen et les inculquer aux populations. Alors donc, quand vous les acteurs politiques, dans vos propos, dans vos positions, pour assouvir vos ambitions personnelles, vos intérêts personnels, vous vous permettez, etc., que voulez-vous? C'est-à-dire qu'ils le font dans l'optique de séduire les populations, parce que sachant que généralement les populations sont naïves, les populations sont immatures, les populations sont vulnérables. Alors donc quand vous créez cette ambiance-là, que voulez-vous? Alors maintenant, moi je pense plutôt que le parti au pouvoir, le président Diomaye Faye, il manque d'imagination. Parce qu'en tant qu'un opposant qui s'est toujours manifesté contre le régime précédent, le pouvoir de Macky Sall, et qui vient faire face à cette réalité, il devait faire preuve d'imagination, réfléchir à comment
contenir cela. Mais est-ce que c'est lui ou c'est la justice? Les pouvoirs sont séparés en République. Non, Excellence, Monsieur Samuel, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Il ne faut pas dire comme l'Afrique n'est pas un continent qui peut bien faire. Excellence, Monsieur Samuel, nous sommes en Afrique. Non, ce mot, nous sommes en Afrique, là, ne me plaît pas. Parce que c'est qu'on ne peut pas être comme les Européens. En tout cas, moi, personne ne peut me vendre d'illusion. Ce que nous sommes, je le sais. Je sais ce que nous sommes. Ah, il faut qu'on change. Et moi, nul ne peut me vendre d'illusion à moi. Alors donc, moi, je pense plutôt qu'il devait faire preuve d'imagination, il devait faire preuve de subtilité et savoir comment contrecarrer tout ça là, ce sont des manœuvres, c'est les effets politiques, les attaques, et ça, c'est Ousmane Sonko qui s'en réjouit, etc. Mais il devrait faire preuve de subtilité. Mais pourquoi pas? Moi, j'aurais même souhaité même que de tels individus, ils peuvent déléguer des collaborateurs au niveau de la présidence, qui les invitent, qui les rencontrent, etc. Savoir comment ils peuvent même renverser la donne en leur, sans forcément aller vers... Bon, enfin, ça, c'est moi, mon point de vue, c'est mon imagination, mais moi, je pense que il en sortirait grand, par rapport à son audience au sein de l'opinion, que cette condamnation, c'est pourquoi j'ai dit que c'est Macky Sall qui soit réjuré, parce que cette condamnation, souvent son compte, tout ça avait subi. Donc maintenant, s'il y a au pouvoir, les gens subissent ça, les gens diront, vous voyez, donc moi, je pense qu'il aurait pu faire preuve de subtilité plutôt que ce tribunal, ou soit encore, bon, ils peuvent passer devant le tribunal, mais en tout cas, moi, j'imagine cette situation pouvait être gérée autrement. Moi, j'imagine que cette situation pouvait être gérée autrement. Alors ici, la phrase qui a fâché, c'est cette phrase que je dis, le grand traître de la République. Comment on arrive à prouver que c'est Bassirou Diomaye Faye? Mais j'ai posé la question. Est-ce qu'il suffisait d'être juste un proche de Sonko qui le dise et on dise, ah bon non, il parle de Diomaye Faye? Non, c'est ça le contraste. Aujourd'hui, je n'aime pas... En fait, moi, je suis contre les propos. D'accord? Je suis contre les propos. Mais là, cibler, puisque dans les propos, il n'y a pas une cible. Hein. On n'a pas ciblé quelqu'un. Le grand traître de la République. Alors, quand on parle de la République, au fait, on peut faire une lecture. Qui est le premier responsable de la République? Le grand traître de la République. Nous sommes dans l'analyse de ce qui a été dit. On dit le grand traître de la République. Or, la République a un premier responsable. Et qui doit être le premier responsable, qui est le premier traître? Donc, le grand traître. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, la justice n'a pas joué son rôle. Moi, je suis d'accord avec les propos déplacés de ces influenceurs, mais aujourd'hui, condamner quelqu'un comme ça, orienté, parce qu'on aurait pu leur demander avec les preuves à l'appui de qui s'agit-il. Ce serait difficile aussi que pour ces personnes, puisque moi, j'aurais souhaité qu'on ait des preuves, puisqu'on parle d'une justice. La justice ne peut pas être fondée, sur des allégations pour prendre une décision. Quand on parle d'une décision de justice, c'est des investigations, c'est des enquêtes. Même ça pourrait prendre le temps, il fallait que cela reprenne. Moi, je suis d'accord avec la condamnation de l'acte posé, mais dire que c'est directement indexé au premier responsable de la République, qui est Diomaye Faye, c'est ça qui est un peu déplacé à mon niveau. Maintenant, quand on revient sur l'acte que posent les influenceurs aujourd'hui, moi je suis d'accord que si, contrairement à ce que nous dit, nous sommes dans une république. Un président de la... Si c'était que les faits étaient établis, que c'est de lui s'agit, il est important qu'on les condamne. Parce qu'une république a ses règles. La société même ne fonctionne pas sur la base des fragilités. Parce que celui qui veut, il dit ce qu'il veut. C'est comme tu sors dans la République, il y a les petits trucs, c'est régi que vous devez respecter, chacun viole parce que je n'aime pas tel. Non, ça ne se fait pas comme ça. Maintenant, du moment où quelqu'un pose un acte, il faut qu'il réponde. Qu'on ne puisse pas dire que non, les faits sont établis, il faut discuter ou négocier avec eux. C'est comme vous dites qu'il faut négocier avec les terroristes, ça n'existe nulle part. Moi, je pense que quand quelqu'un est enfreint à une loi, il faut qu'il réponde. Que cela puisse servir d'exemple pour les autres, qu'on ne puisse pas se faire. Parce qu'une république, quand on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, nous sommes comme dans une cour de récréation, dans une brousse où les animaux peuvent se battre quand ils veulent. Mais je suis aussi sidéré que quand il s'agit des actes
liés aux politiques. Il y a des actes de corruption, il y a des actes malveillants que les gens posent et qu'on ne dit rien pratiquement aussi. Parce que dans la société, il ne suffit pas seulement d'inciter un président de la République. D'accord? Ça pourrait être Diomaye qu'on aurait pu dire ça. Parce qu'ailleurs, ça se dit, nous avons vu en France, on a giflé Macron. Et ça n'a pas fallu des condamnations à grande échelle. Il a eu 6 mois de prison quand même. Mais ça, c'est la gifle. C'est une violence. Une violence, voilà. Voilà. Avec ceci, il n'a passé que 3 semaines ou 1 mois. Non, c'est avec ceci. Condamnation est là, mais avec ceci. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu es dirigeant, je reviens à ce que Cyril a dit, quand tu es dirigeant, la condamnation est là. Mais à un moment donné, il faut mettre bas la terre. Revenons discuter pourquoi est-ce que ça doit être ainsi. Maintenant, je pense que la guerre viscérale qui est entre les deux hommes, ça a joué sur la justice. Non, justice. Samuel, ne nous leurrons pas. Ces jeunes ne se sont pas levés d'eux-mêmes pour attaquer le plus grand, le premier magistrat. Mais c'est excessif quand même. Le premier magistrat du pays. Et il ne faut pas comparer cette situation à celle qui s'est produite en France où un citoyen aurait porté main sur le président français. Il ne faut pas du tout comparer. Non, on ne compare pas, mais c'est qu'on est en train de nuancer pour dire que, étant que président de la République, ça veut dire que tu peux être confronté à toutes les difficultés. Ici, il faut savoir que c'est l'ambiance politique qui est entretenue, qui conduit à cela. Mais au même moment, laissez-moi quand même saluer le président Diomaye Faye. Parce que depuis, je pense qu'il affirme certaines hauteurs. Il ne bavade pas à tout bout de champ, comme on l'a vu avec Ousmane Sonko. Je vais saluer quand même le président Diomaye Faye en ce sens-là. Parce que depuis que Ousmane Sonko demeure dans ses agitations, etc., dans ses manipulations de la masse, etc., mais contrairement au président Diomaye Faye, non. Donc, lui aussi ne manque pas l'occasion, quand il fait des discours, de lancer des à Ousmane Sonko. Oui, bon, donc je crois qu'il revient à Ousmane Sonko de se ressaisir, de prendre conscience, de savoir que la politique ne doit toujours pas être basée rien que sur la manipulation des masses. Pensez qu'il manipule la masse? Oui, absolument. Sans Ousmane Sonko, celui qui est au pouvoir n'y serait pas actuellement. Non, vous savez bien. Là, ce n'est pas une question de sans Ousmane Sonko et l'homme qui est... Oui, parce que quand vous dites manipuler la masse, c'est cette même masse qui a porté celui-là au pouvoir. Alors, donc, je crois que lorsque le président Diomaye Faye est monté au pouvoir, et sa première action, c'est de faire libérer Ousmane Sonko. Non, les deux étaient libres dans la campagne déjà. Bon, et de le porter au poste de Premier ministre, lui donner un pan du pouvoir. Alors donc, Ousmane Sonko, je crois que l'humilité aurait prévalu dans sa conscience. Et ce pouvoir pouvait être géré tranquillement jusqu'à la fin du mandat. Et maintenant, si entre eux ils s'entendent pour que Diomaye Faye conduise un deuxième mandat avant que Ousmane Sonko également n'y prenne, je crois que... mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Bon, donc, on va marquer la pause pour regarder ensemble le journal et on